L'ISP fête cette année ses 35 ans et que nous allons donc faire de nombreuses vous proposer de nombreuses manifestations, toutes plus ou moins sérieuses, mais plus ou moins ludiques également. Toute l'année, donc, nous allons multiplier les événements et ce soir, avec le CRISP, donc le centre de recherche de l'ISP, nous vous proposons une soirée débat autour du film 12 hommes en colère. Donc d'abord visionnage du film, puis après une conférence où on répondra à vos questions avec Anne Segon, qui est magistrate, qui a été présidente de cour d'assises pendant 10 ans, avec Olivier Bachelet, qui est magistrat, qui est le professeur de pénal et de procédure pénale de l'ISP, et puis bien sûr avec Philippe Mazat, le président du CRISP et professeur de culture générale de l'ISP. Merci donc à tous les trois pour votre présence ici. Nous allons donc à la fois vous entendre sur le film 12 hommes en colère, que nous allons donc regarder maintenant, et puis également sur la question du jury populaire, puisque c'est une question qui est bien débattue actuellement. Que ceux qui votent coupables veuillent lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, 11 ont voté coupable. Qui vote non coupable? Un seul. Merci. Alors le film, j'ai trouvé c'est un très beau film sur la dynamique de groupe, sur l'interférence entre les personnes, et très intéressant, mais c'est un film qui serait complètement impossible à jouer en France, puisque la cour d'assises ne se déroule pas du tout de la même manière. D'abord, vous savez qu'en France, la cour d'assises est composée de magistrats professionnels et de jurés. Il y a donc 3 magistrats professionnels, dont le président qui dirige les débats et qui intervient constamment lors des débats, qui travaille le dossier, qui pose des questions et qui donne la parole aux uns et aux autres, alors que le président, là on ne voit pas les débats du tout, hein, mais le président de la cour d'assises aux États-Unis, dans le droit anglo-saxon, ne dirige pas les débats, hein, il intervient juste pour dire si une question est recevable ou pas, ou si une preuve peut être retenue ou pas, alors qu'en France c'est le président qui dirige tout, il connaît très bien le dossier. Ensuite, donc, quand ils vont délibérer tous ensemble, les 3 magistrats et les jurés, donc depuis 1941, parce qu'en France, il a existé ce système avec des jurés qui délibéraient seuls. Depuis 1941, donc, les jurés délibèrent avec les magistrats, ce qui change absolument tout sur le fonctionnement du délibéré. Pendant les débats, les jurés peuvent poser des questions, ce qui change tout sur l'approche qu'ils ont de l'affaire, parce que là, vous avez bien entendu, Henri Fonda dit à un moment qu'il aurait voulu poser telle question, il ne pose pas de questions, alors qu'en France, ils posent des questions et ils le font très régulièrement. Et en France, il ne pourrait pas être envisagé d'amener, pendant le cours des délibérés, un couteau, de se faire montrer le plan de l'appartement, etc. Les débats sont clos à la fin de l'audience, et en délibéré, on ne peut utiliser que les éléments qu'on a entendus et les notes qu'on a prises. C'est parce qu'il y a le secret du délibéré qu'au bout du compte, Henri Fonda parvient à tenir tête à ces 11 personnes qui veulent absolument condamner. Il est certain que si le délibéré avait lieu sur la place publique, la position d'Henri Fonda serait bien plus difficile. Tu parlais de la procédure inquisitoriale, c'est l'importance de l'information judiciaire. Parce qu'on voit que toute l'évolution de notre procédure pénale tend vers la suppression du juge d'instruction. Il y avait encore hier à la Cour de cassation, je crois, un colloque sur l'agonie du juge d'instruction. Là, on remarque encore avec la réforme récente que le juge d'instruction est marginalisé, puisqu'on développe considérablement les pouvoirs d'investigation du parquet, qui était jusque-là l'apanage du juge d'instruction. Donc en fait, on rend inutile dans une certaine mesure la saisine d'un juge d'instruction, ce qui se voit d'ailleurs dans les statistiques, hein, puisque finalement c'est 3% des affaires pénales qui donnent lieu à la saisine en moyenne, 3% qui donnent lieu à une saisine d'un juge d'instruction, mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de cette statistique, conformément à la loi, ce sont bien 100% des affaires criminelles qui doivent donner lieu à la saisine d'un juge d'instruction, et ça c'est extrêmement important. Parce que s'il y a tous ces débats pendant le délibéré,
c'est parce que manifestement les investigations ont été entreprises n'importe comment. C'est-à-dire qu'on n'a pas, manifestement pas suffisamment mis sur le grill les différents témoins. Donc c'est pas très impartial en fait comme film. Est-ce que c'est psychologiquement, en termes de dynamique de groupe, plausible au regard de votre vécu, ou est-ce que c'est vraiment caricatural de ce point de vue? Alors je me disais que ce film en réalité il était assez proche de la réalité, même chez nous. Parce que d'abord ce qu'il dit, le juré numéro 8, il dit il faut discuter. Au début, il n'est pas gentil, il dit juste il faut discuter, parce que tout le monde est d'accord pour voter tout de suite et qu'on en finisse. Cette demande ne relève pas d'une gentillesse particulière, elle relève d'une volonté de se pencher 10 minutes sur le cas de quelqu'un qui risque la peine de mort. Ça ne relève pas de la gentillesse. En revanche, ce qui correspond à une vraie réalité psychologique, c'est que chaque juré est retourné par quelque chose qui le concerne personnellement. Hein? Le coup des lunettes, c'est celui qui porte des lunettes qui est concerné. Le coup du cinéma, c'est celui qui ne se rappelle pas le nom des acteurs, etc., qui est retourné. À chaque fois. Et ça, c'est une réalité psychologique. Alors, c'est aussi sur le point du mensonge. C'est très intéressant aussi sur le mensonge. Parce que toute la discussion, au début, de toute façon, il ment. Évidemment qu'il ment. Et de ce mensonge, on tire qu'il est coupable. Et cette capacité à dire, mais le mensonge ne vaut pas preuve de la culpabilité, ça demande aussi une grande élaboration, une grande réflexion, un grand examen de tous les éléments. Machin. Et tout ça, c'est la réalité dans les affaires françaises. Alors, en tant que non-juriste, pour ce qui me concerne, en tant qu'observateur du débat public, je ressens un point commun entre les débats qu'il y a en France sur les jurys populaires et le film, qui est une idée, et j'aimerais vous la soumettre, que le jury populaire est a priori plus sévère. A priori, spontanément plus sévère. Généralement, ce sont les partisans plutôt de politiques plus sécuritaires, qui disent on va faire juger par le peuple, hein, c'est plutôt la droite, et c'est plutôt la gauche qui dit oulala, c'est dangereux. Et là, a priori, au début, on est plutôt sévère, on le juge plutôt coupable. Parce que les jurés, ils ont une vraie conviction que la peine qui va être prononcée est à milieu de la peine qui sera effectuée. Les jurés, ils rêvent que d'une chose, c'est d'être enquêteurs. Et donc, ils passent leur soirée, il ne faut surtout pas les libérer trop tôt, parce que de toute façon, ils passent leur soirée à faire des vérifications pour savoir si ce qu'on a pu entendre pendant le procès, etc. Et ce qu'ils apprennent par Internet a beaucoup plus de poids que ce qu'ils apprennent pendant l'audience. Donc c'est terrible, parce que ce qu'ils amènent, et c'était assez bon dans le film, parce qu'en fait, ce qu'ils amènent eux, hein, le couteau, hein, on trouve un autre couteau à n'importe quel... Ce qu'ils amènent eux a beaucoup plus de poids que tout ce qui a été débattu par l'audience. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est très difficile d'arriver à recadrer. Non, ce qui compte, c'est l'audience. Ce qui compte, c'est les éléments à charge et à décharge débattus par l'audience. Ce n'est pas votre enquête personnelle. Donc voilà, une petite anecdote sur qu'est-ce qui se passe pendant une audience. C'est-à-dire, on passe son temps à leur dire centrez-vous sur l'audience. Vous n'avez pas le droit, parce qu'il y en a qui téléphonent à leurs copains, qui ont des entrées à la préfecture. Dis-moi, tu peux me vérifier ça? On a telle voiture, etc. Je disais, vous n'avez pas le droit de faire ça. Les seuls éléments qui peuvent être pris en considération, c'est l'élément de l'audience. Ce qui me frappe aussi beaucoup dans ce film, c'est à quel point Henri Fonda est sceptique. Et à quel point son comportement n'est absolument pas conforme au comportement qu'on doit normalement adopter lorsqu'on raisonne en termes d'intime conviction. Le dossier, tel qu'il est présenté au début du film, il est accablant. On a un témoin oculaire, on a un témoin auditif. Il ne doit pas y avoir de doute. Une arme. On a une arme. Un motif. Il ne doit pas y avoir de doute avec un dossier pareil. C'est pas possible. Sinon, on doute de tout. La justice est rendue au nom du peuple français, hein, en France. C'est l'émanation de la justice, hein, le jury populaire. Je pense qu'on ne peut pas dire que le jury ce soit l'arbitraire. Je pense qu'il y a des désavantages au jury. Le jury, parce que ça prend du temps, parce que on est avec des gens qui parfois s'en foutent allègrement, ou inversement, parce qu'on est avec des gens qui pinaillent sur tout et n'importe quoi.
On perd du temps, mais en même temps, c'est important. Je pense que c'est important qu'il y ait l'intervention du peuple pour les faits les plus graves. Julie disait tout à l'heure qu'effectivement c'est inscrit dans la Constitution américaine, c'est pas inscrit dans notre Constitution, mais on sent que c'est important pour les jurés de venir aux assises. Ça leur importe. Encore une fois, il y a les voies de recours et puis il y a le délibéré qui fait que les gens ne se prononcent pas n'importe comment. Et je me suis dit, finalement, s'il n'y a pas de motivation, c'est parce que c'est le peuple qui juge. C'est pas la justice rendue au nom du peuple français, c'est la justice rendue par le peuple français. Et le peuple français, il est infaillible, donc il n'a pas à se justifier. Il n'a pas à se justifier. Et j'en suis venu à me dire, mais finalement, l'intime conviction, c'est une sorte de sacrement. Voilà, l'intime conviction qui est attachée à la décision de la cour d'assises, c'est quelque chose de sacré qu'on ne peut pas justifier. Et en réfléchissant encore un peu plus, je me suis dit, mais c'est complètement arbitraire pour le coup. On est sur une procédure criminelle qui fait encourir les peines les plus lourdes et finalement, on va permettre des condamnations sans motivation à l'aune de l'intime conviction. Et en creusant un peu plus, je me suis rendu compte que cette présentation des choses, elle était totalement biaisée juridiquement. C'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. L'intime conviction telle qu'elle est présentée, comme je viens de le dire, finalement, elle est présentée comme une preuve. L'intime conviction serait une preuve de la culpabilité. Mais c'est faux. L'intime conviction, ce n'est pas une preuve. L'intime conviction, c'est une méthode de raisonnement à partir du dossier. Est-ce que les preuves qui me sont soumises emportent mon intime conviction? Est-ce que les preuves qui me sont soumises me font atteindre un degré de conviction suffisant pour considérer qu'il n'y a pas un doute raisonnable? Et là-dessus, j'en suis venu à admettre que finalement, il n'y a pas de différence notable entre 12 hommes en colère et les procédures d'assises en France. On dit qu'il y aurait peut-être une différence entre le système français et le système américain, en ce que le système américain dit qu'on ne peut condamner qu'au-delà du doute raisonnable, beyond reasonable doubt. Et en France, il y aurait l'intime conviction, qui serait une autre méthode d'appréciation. Mais c'est pas, moi, je ne vois pas la différence. En réalité, dans les deux cas, il s'agit de parvenir au-delà du doute raisonnable. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'intime conviction, c'est absolument pas une preuve. Et d'ailleurs, l'intime conviction, elle n'est pas attachée à la cour d'assises. Vous savez bien tous que l'article 427 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel statue selon son intime conviction. Il y a une importance à la présence du jury dans le cadre de la procédure criminelle, d'abord parce qu'on est sur des faits graves, des faits extrêmement graves, ce sont des crimes. Et on sait que sur ces faits extrêmement graves, il y a souvent un retentissement médiatique. D'accord ? La présence du jury permet d'asseoir la légitimité de la décision de la cour d'assises. Faire un travail et d'instruction et après de travail, de présentation à l'audience, d'une part pédagogique et d'autre part très 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 fouillé. Et c'est la garantie, vraiment, et enfin, moi, tous les jurés que j'ai eus m'ont tous dit c'est vraiment extraordinaire comme expérience parce qu'on voit à quel point vous prenez le temps et vous connaissez le dossier, et vous connaissez les éléments, et vous prenez le temps, et rien n'est définitivement acquis, tout peut être discuté, etc. Et ça, c'est grâce à eux. Moi, je leur dis, c'est grâce à vous que je fais comme ça. Parce que je veux que vous compreniez, je veux que vous expliquiez, que tout soit clair, que vous puissiez éventuellement discuter, poser les bonnes questions au bon moment, avec votre connaissance personnelle de différentes choses. Et finalement, ça permet une approche du dossier très différente que s'il n'y avait pas de juré. Donc moi pour moi c'est le grand argument pour les cours d'assises, ça nous oblige à juger en prenant beaucoup trop de temps par rapport au temps global qu'on a au niveau de justice, ça c'est sûr. Beaucoup de temps, un luxe de précaution, un luxe de loyauté, etc. C'est vraiment garanti par la présence des jurys. Donc moi je suis assez pour la présence des jurys. Alors pas pour des problèmes philosophiques ou politiques, mais parce que ça nous contraint
à mener une justice de franchement de très grande qualité. Sur juste la Cour criminelle, attention, n'ayez pas de fausses idées. La Cour criminelle, elle n'est pas entrée en vigueur avec la loi, c'est une expérimentation et elle n'est pas encore en place. Il faut qu'il y ait un certain nombre de textes réglementaires qui soient pris. Et puis, attention aussi, n'ayez pas une fausse idée, la Cour criminelle ne suivra pas une procédure correctionnelle. Ce sera la même chose, la Cour criminelle, elle est toujours saisie de crimes, donc il y aura une information judiciaire avant. Hein. Il y aura toujours une information judiciaire avant, puisque la Cour criminelle, elle sera compétente pour les crimes punis de 15 à 20 ans. Donc il y aura cette information judiciaire. Et la procédure qui sera suivie devant la Cour criminelle sera exactement la même que celle qui est suivie devant la Cour d'assises. Sauf que, s'agissant de magistrats professionnels, on peut penser que le président ira peut-être un peu plus vite que s'agissant d'une cour d'assises. Et puis, je note aussi que dans la loi du 23 mars, un des facteurs qui est déterminant de la lenteur des procédures d'assises a disparu. L'impossibilité, jusque-là, pour le président de la cour d'assises d'interrompre les témoins. La loi prévoit désormais que le président peut interrompre le témoin dans sa déposition et tout de suite lui poser des questions. La question est relative à la décision du Conseil qui a été rendue ce matin, relative à la période de sûreté, mais plus précisément à l'absence de prévision dans l'article 362 du Code de procédure pénale d'une obligation pour le président de la cour d'assises d'informer les jurés de la question de la période de sûreté. Vous savez que la période de sûreté, lorsqu'elle est encourue pour un crime, et lorsque la cour d'assises prononce une peine égale ou supérieure à 10 ans, elle est automatique. Et la période de sûreté a cette conséquence que, normalement, la personne ne peut pas sortir sans avoir exécuté au moins la moitié de sa peine. Parfois plus, lorsqu'on est en présence de certaines infractions. Et la question qui a été posée au Conseil constitutionnel était celle de savoir est-ce que l'absence d'obligation pour le président de la cour d'assises d'informer les jurés là-dessus ne porte pas atteinte au principe d'individualisation de la peine. Et le Conseil constitutionnel, ce matin, a en effet censuré l'article 362 en ce qu'il n'oblige pas le président de la cour d'assises à informer les jurés sur les conséquences d'une peine qui serait de 10 ans ou plus et qui entraînerait l'application automatique de la période de sûreté. C'est une décision qui vient en complément d'une décision qui a été rendue en octobre 2018 dans laquelle le Conseil constitutionnel a dit que la période de sûreté automatique n'était pas une atteinte au principe d'individualisation parce que la juridiction, lorsqu'elle prononce le quantum de la peine, elle a forcément en tête les conséquences que cela a en termes de période de sûreté. Donc cette décision, elle est en cohérence avec la décision rendue en 2018, puisque le Conseil constitutionnel exige évidemment, s'agissant de la cour d'assises, que les jurés soient informés des conséquences de leur décision en termes de période de sûreté. Alors moi, dans mon expérience, je n'ai pas été président de cour d'assises, j'étais toujours assesseur. J'ai jamais entendu un président de cour d'assises expliquer aux jurés la période de sûreté. Jamais. Ah non, j'ai toujours fait. Oui, moi je l'ai pas vu. Bon. Mais ça viendra, hein. Enfin, ça viendra forcément, puisqu'il y a eu cette censure ce matin. Mais c'est reporté au 1er mars 2020, je crois. Oui, c'est une QPC. Oui, c'est une QPC. Bon, bah écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Anne Sebon. Et puis à très bientôt pour d'autres événements culturels pour les 35 ans d'ISP.